Bienvenue dans ce nouvel épisode de Health Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Health Tech. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien entrepreneur, et je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui font la santé de demain. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Health Tech. Et bien sûr, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles ou partager cet épisode. C'est ce qui permet de faire grandir le podcast et de faire briller l'écosystème Health Tech. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ceux qui feront la santé de demain. Octobre Rose, c'est fini, mais le combat contre le cancer du sein n'est pas près de s'arrêter. Dans cet épisode réalisé en partenariat avec l'ACIP, l'Association des cadres des industries de santé, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Braque de la Perrière, la CEO de HealShape. HealShape développe des solutions de régénération mammaire par bioimpression pour retrouver son intégrité physique après une mastectomie. Dans cet épisode, on revient sur le parcours de Sophie et ce qui l'a motivée à se lancer dans l'aventure HealShape, et on parlera également de l'écosystème Health Tech français et de son tissu d'aide à la création d'entreprises innovantes. Bonne écoute à vous. Bonjour Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Health Tech in Progress. Donc c'est un épisode que je fais en partenariat avec l'ACIP, l'Association des cadres des industries de santé. Et donc aujourd'hui on va parler de HealShape, mais avant toute chose, c'est très classique sur ce genre de format. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours, ce que tu fais et ce que tu as fait avant? Avec plaisir. Donc déjà, bonjour Mériadec et merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, je suis diplômée d'HEC. J'ai travaillé pendant 16 ans chez Sanofi et Sanofi Pasteur, principalement en business development, mais également dans des postes de management. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est d'avoir faire l'aller-retour entre des aspects très stratégiques et des aspects beaucoup plus opérationnels et de pouvoir manager des équipes transdisciplinaires sur une variété de sujets. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à quitter Sanofi, sauter le pas de l'entrepreneuriat, rentrer dans notre bel univers? Alors, depuis le début, j'avoue que j'avais en tête qu'un jour, j'avais envie de faire quelque chose de plus personnel. Je travaillais en business development, comme je te l'ai dit, et j'ai vu notamment des petites sociétés de tailles variées et une start-up aux États-Unis qu'on avait rachetée, où j'ai vraiment eu un coup de cœur pour leur équipe, pour ce qu'ils faisaient, pour la latitude et l'ambition de leur projet. Et je me suis dit qu'un jour, j'aimerais bien faire quelque chose comme eux. C'était un peu fou dans ma tête, mais ça traînait, voilà. Et la grande décision pour moi, c'était finalement il y a 2 ans et demi, de me dire, allez, voilà, je pars, je prends la décision de partir pour me rendre disponible. J'avais un projet qui n'était pas vraiment bien ficelé, mais l'envie. Et du coup, j'ai décidé de pouvoir me rendre disponible pour vraiment construire un projet entrepreneurial. D'accord, je vais revenir là-dessus justement, de savoir un petit peu comment tu as choisi le projet, etc. Mais d'abord, une première question qui m'intéresse, pour quelqu'un qui a donc fait une longue carrière dans l'industrie pharma, quelle vision de l'entrepreneuriat tu avais avant de te lancer pour entreprendre? Alors, c'est clair que d'après ce que j'avais vu moi, dans les différentes boîtes, ce que j'adorais, c'était, et ce que d'ailleurs j'ai toujours recherché dans mes postes, hein, c'est une vision globale d'un projet. Et là, ce que je voyais dans l'entrepreneuriat, c'était vision globale du projet, vision à 360 degrés, emmener une équipe, d'avoir un projet porteur de sens, d'être pleinement responsable de ce qu'on fait et de naviguer entre justement la partie stratégique et l'opérationnel dans un monde où tout est innovant, rien n'est tracé et tout est à faire. Et donc, je trouvais que c'était assez magique comme feuille de route. Et c'est vrai que je voyais l'entrepreneuriat comme quelque chose à la fois d'éprouvant, je me faisais pas d'illusions, mais de très excitant. Voilà. Et c'est l'excitation qui me donnait très Au envie. moins, t'es parti avec des très bonnes bases en BizDev, c'est déjà pas mal pour lancer une boîte. Donc, on va arriver justement sur HealShape. N'hésite pas à me corriger si je prononce mal. Et la question, elle est très simple. Est-ce que tu peux nous pitcher HealShape, ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous allez faire demain surtout? Bien sûr. Alors, HealShape, c'est une entreprise de médecine régénérative. Voilà, vraiment de la régénération. Notre première ambition, c'est de développer une bioprothèse naturelle et personnalisée pour les femmes qui ont subi une mastectomie suite à un cancer du sein, pour régénérer leur sein à partir de leurs propres cellules. En fait, notre bioprothèse, elle est fabriquée à partir de matières naturelles, qui fait qu'elle est très proche du tissu humain, dans sa composition, dans ses propriétés mécaniques. Cet hydrogel
que l'on fabrique, on sait l'imprimer. Donc notre bioprothèse, elle est personnalisée. On peut faire la forme, le volume que l'on veut et donc s'adapter à l'anatomie de la patiente. Et cette bioprothèse, elle est faite d'un hydrogel qui va permettre la régénération au contact des cellules, des tissus. En fait, ça va être un support de régénération qu'on va implanter chez la patiente. Donc, le chirurgien implante la bioprothèse et en même temps, il transfère de la graisse à l'intérieur. Il faut de la lipo-injection qui est un acte chirurgical très classique. Et la bioprothèse, elle va permettre aux cellules de pouvoir migrer à l'intérieur, coloniser la forme et ensuite recréer du tissu mammaire alors que la bioprothèse va se résorber. Donc, il va y avoir régénération et dégradation de la bioprothèse pour que la femme retrouve son propre sein en moins d'1 an. D'accord, donc là c'est vraiment un peu le futur, c'est la technologie du futur, j'avais jamais entendu quelque chose d'aussi innovant, donc c'est assez incroyable. Et donc tu l'as évoqué un petit peu avant quand je t'ai posé la question sur la vision d'entrepreneuriat, tu as choisi ce projet-là. C'était pas le projet que tu avais toi initialement en tête. Donc la question c'est de savoir sur quelle base tu as décidé de te lancer particulièrement dans ce projet-là. Clairement, en effet, c'était pas moi qui avais l'idée au début. J'avais des idées, mais j'avais surtout de l'énergie pour faire avancer un projet, je crois. Et quand je suis partie de chez Sanofi, j'avais une première idée en tête. Et en fait, j'ai rencontré mes associés, donc mes 5 associés, parce qu'on est 6 associés fondateurs aujourd'hui, qui avaient une technologie basée sur la bioimpression, donc le fait d'avoir un hydrogel qu'on puisse imprimer avec des cellules humaines dedans et qu'on puisse recréer du tissu humain. J'ai été enthousiasmée par leur projet, par la techno. J'ai vu qu'il y avait une grand potentiel dans cette techno et qu'il y avait surtout une grande complémentarité dans nos profils. J'ai adoré l'équipe. J'ai un expert en impression 3D, 2 experts en ingénierie tissulaire, un chirurgien, une pharmacienne. Et donc, je trouvais que voilà, il y avait un parfait match entre nos profils. Et surtout, je me disais que la techno permettait une grande avancée pour régénérer les tissus au sens large. C'est vrai qu'il y a un peu le sens d'impact dedans. Quelle est la place de l'impact dans ta décision finalement? Alors, je crois qu'elle est primordiale. C'est de pouvoir impact et sens, quoi. C'est de pouvoir donner du sens, porter un projet avec une vision, une mission qui soit large. Pour moi, c'est un vrai moteur. Ouais. Ok, parce que c'est vrai que c'est des grosses questions actuellement. Tout le monde parle un petit peu d'impact, de boîte à impact, mais c'est vrai que là, pour le coup, il y a un vrai gros impact. Et une question que je me posais également, c'est de savoir d'où vient la technologie que vous utilisez. Parce que je pense, comme tu disais, vu que t'es bizdev, c'est pas toi qui allais avec ton tournevis et ton marteau développer une bioprothèse mammaire. Non. Donc, la techno, comme je le disais, au début, c'était de la bioimpression. Elle vient de 3 de mes associés. Donc, experts en impression 3D ou en ingénierie tissulaire. Et du coup, derrière, ce sont leurs structures. La plateforme 3D Fab de l'Université Lyon 1 pour l'impression 3D et une entreprise privée, Labskin Création, qui fait des modèles de peau sur mesure pour l'industrie cosmétique et pharmaceutique. Et donc, tous les fondateurs de ces différentes entités sont mes associés fondateurs. Et donc, nous, aujourd'hui, on a une licence mondiale exclusive sur le domaine de l'implantable. D'accord, bah ça c'est une autre question que j'ai souvent posée sur le podcast parce que j'ai été, pareil, emmené à interviewer des projets qui ont fait face, on va dire, à la valorisation. Et souvent se pose justement cette grosse question de la négociation de la licence. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé? Est-ce que c'est une étape simple? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à suivre, des choses à éviter? Alors, c'est toujours une question très importante parce que c'est là-dessus que se base l'entreprise, hein. Donc, nous, ce qu'on a été faire, c'est qu'on a été voir la SAT, donc la Société d'accélération de transfert techno de Lyon-Saint-Étienne, c'est Pulsalis, qui était mandatée pour représenter les universités de Lyon. Et la SAT donc, nous a tout de suite aidés grâce à un programme de maturation là, qui nous a vraiment, on va dire, fait décoller pour le début du projet, mais ensuite à négocier la licence. Alors, c'est comme toujours, hein, c'est une négo. On part d'une proposition, on négocie les différents termes. C'est pas toujours évident, surtout que pour moi, je voyais Pulsalis à la fois comme une entité qui nous aidait, mais également comme une entité qui défendait ses intérêts et les intérêts des universités, ce qui était normal. Du coup, il a fallu négocier les différents termes. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a à la fois dans une licence tout ce qui est milestones, qui a plus ou moins court ou moyen terme, et les royalties, les redevances. Et c'est important de bien avoir en tête la photo globale parce qu'il y a le court terme, il ne faut pas s'étrangler, mais le long terme, il ne faut pas non plus que si jamais un jour il y a un grand groupe qui s'intéresse à la techno, eh ben,
soit rebuté par les termes qui ont été négociés. Donc, ce qu'on fait au tout début, finalement, ça a un impact sur le très long terme. Peut-être en détail, ça c'est le côté de mon côté curieux, ma curiosité. Quelle est la clause la plus importante dans cette négociation? Parce que tu viens de parler de long terme et c'est quelque chose que personne n'a abordé encore sur le podcast. Donc, quelle est la clause auquel il faut faire vraiment attention pour ne pas se bloquer en cas de négociation future avec un laboratoire, avec un autre partenaire? C'est sûr que tout ce qui est décision de le rôle, par exemple, aujourd'hui des universités par rapport à ce qu'on pourra nous négocier dans l'avenir par rapport à des sous-licences ou par rapport à des cessions de l'entreprise, eh bien, il faut que ça soit abordé dans cette licence. Il faut qu'on ait pu voir tous les cas de figure pour pas qu'on se bloque, voilà, qu'on ait la latitude de pouvoir faire ce qu'on veut la stratégie qu'on veut dans le futur. Et autre question, comment se négocie la répartition des parts entre associés? Et tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes donc 6 cofondateurs, mais il me semble que tout le monde n'est pas forcément à temps plein. Et ça, c'est un peu la grosse question, c'est un peu ce que la question que tout le monde se pose en entrepreneuriat, c'est comment répartir les parts en fonction de l'implication de départ, l'implication au cours de projet. Est-ce que ça s'est fait finalement simplement? Et aussi, je pense que c'est un bon indicateur de confiance dans son équipe. Très bonne question. C'est vraiment une question complexe. Je reconnais, hein, c'est une question pour moi que j'ai posée tout de suite, que j'ai mis sur la table en me disant, voilà, tout ce qui est clair, limpide pour tout le monde permet d'avoir des bonnes relations dès le début. C'est important qu'on le clarifie dès le début. Bon, ça nous a pris du temps. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai discuté avec tous mes associés, évidemment. J'ai discuté avec beaucoup de personnes autour de l'entrepreneuriat. J'ai discuté également avec, j'ai un incubateur, les premières, pour pouvoir justement avoir leurs avis. J'ai eu plein d'avis, d'accord? J'ai fait beaucoup de scénarios. Finalement, ce qui m'a aidée, moi, c'est le temps. C'est le temps qui a passé et en quelques mois, j'ai vu à quel point la boîte avait décollé. J'ai vu à quel point on avait avancé et en fait, après, c'était de pouvoir quantifier. Alors, pour moi, c'est plus quelque chose d'intuitif, hein, mais quand même de quantifier d'où vient la techno, c'est une première chose, mais qui fait le business plan, qui va passer du temps, qui va s'y dédier, qui prend des risques. Voilà, j'ai quantifié tout ça, on a fait des ratios, on a coté les différents critères. Voilà, c'était un tableau, on va dire, quantitatif pour pouvoir justifier la répartition des parts. Après, c'était surtout quelque chose qui, après quelques mois, m'est paru légitime. Et quand je l'ai présenté à mes associés, ils ont tous dit oui. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut jouer sur le. C'est très très intéressant ce que tu dis là. C'est que vous avez finalement fait une forme de période d'essai. Pendant ce temps-là, vous avez évalué un petit peu ce que chacun faisait avant de prendre la décision finale. Alors, c'était pas comme ça qu'on l'avait décidé dès le départ. Je vais te dire la vérité, mais c'est comme ça que ça s'est fait parce que j'étais pas encore mûre moi pour faire une vraie proposition. Donc j'avais besoin de prendre le temps. J'avançais, mais à chaque fois je leur disais, il faut qu'on ait plus d'arguments, il faut qu'on arrive à mieux définir. Et au final, il s'est avéré qu'on a 4-5 mois derrière nous pour voir tout ce qui s'était passé. Moi, j'avais demandé à chacun de pouvoir me dire comment il voyait son rôle dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il apportait. Vraiment, j'ai essayé de rationaliser un maximum une décision qui est quand même assez, voilà, on va dire plus intuitive. Et en fait, au final, ce temps nous a aidés en effet. Donc la période d'essai, oui, si tu veux. Même si pour moi, voilà, il ne faut pas non plus attendre trop longtemps, mais c'est vrai que ça fait quelques mois sont assez bénéfiques pour pouvoir comprendre l'implication de chacun, parce qu'entre l'idée initiale et puis finalement, comment on va vraiment s'impliquer et quel rôle on va jouer, oui, il y a toujours une petite différence. Il y a en effet sûrement une grosse différence. Tu me fais faire la transition, on va revenir sur Hillshape. Et donc, je sais que forcément, quand on parle... D'ailleurs, tu te considères comme medtech ou biotech? Alors, initialement, on se considérait comme une biotech, mais là, on est clairement une medtech parce que notre produit, c'est un dispositif médical de classe 3, donc un DM. D'accord. Ok, d'accord. Donc moi, ça permet de recadrer même pour moi parce que je me posais la question, il devait y avoir une frontière. Et on peut revenir à la biotech après, on a d'autres projets. C'est vrai que du coup, tu peux développer plein de choses autour de ça, faire une plateforme. Mais la question que je me posais, c'est qu'évidemment, donc là, on parle de DM de classe 3, donc des développements très longs, coûteux, etc. La question, elle est simple, c'est aujourd'hui, à quel stade de développement vous êtes rendu? Alors, on est en préclinique. Donc, préclinique, ça veut dire qu'on fait tous les tests de biocompatibilité, des tests in vivo. On travaille sur le procédé industriel pour se préparer à la clinique. Et notre objectif, c'est de rentrer en clinique d'ici 2 ans. D'accord, ok. D'ici 2 ans en clinique.
On prend date, on va revenir te contacter d'ici 2 ans. 2 bonnes années, on va dire. Allez. Pour pas trop se mouiller. Si les investisseurs ils écoutent, ils vont se dire oh là, c'est très ambitieux. 2 bonnes années, mais je dis voilà, 2 ans et demi, on va dire max. Ok. Une autre question que je suis très habitué à poser aux entrepreneurs que j'interviewe, c'est de savoir quelle est la première chose que tu as fait quand tu t'es lancé dans Shape. Je vais te dire, hein, c'était de m'entourer. Tout de suite, voilà. De pouvoir trouver, je savais que c'était un projet ambitieux, que j'avais besoin à la fois d'expertise, des experts, mais également de ressources. Je trouve qu'on a vraiment besoin d'avoir, je me suis incubée aux premières, donc j'avais déjà la SAT de Lyon, Saint-Étienne, donc plus Alice. J'ai trouvé différentes ressources pour pouvoir m'aider on se sent quand même souvent seul, hein, en tant que chef d'entreprise, donc pour pouvoir avoir, un support, un avis, voilà. Est-ce que tu as peut-être un exemple de Dream Team à avoir autour de soi quand on est entrepreneur? Alors la dream team, pour moi ce que j'ai trouvé en tout cas, c'est que mes associés, avec toute leur expertise, ils m'apportent énormément. C'est vraiment des ressources et ils sont très complémentaires aussi dans leur personnalité. Mon équipe, hein, mes salariés, j'ai trouvé une dream team, fabuleuse. Ils font vraiment avancer le projet et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un comité stratégique qui est aussi un lieu de ressources, qui nous challenge, mais qui sont vraiment, très aidants. Voilà, dans les différents incubateurs, j'ai eu des mentors ou coachs qui m'ont beaucoup aidée, et c'est vrai que d'avoir l'expertise, enfin, voilà, l'expertise a des clés et aujourd'hui, je vois bien, moi, que dès qu'on a des problématiques, heu, je gère, voilà, je gère toute la feuille de route de l'entreprise et dès que je vois qu'il y a quelque chose qui va nous poser problème, hop, on a le réflexe de pouvoir se dire auprès de qui on peut demander des conseils, quoi, avis. Peut-être transition toute faite, tu as dit le mot problématique. Qui dit problématique dit financement. Grosse question pour les startups et en particulier pour les startups health tech. Comment vous vous financez depuis le début, depuis le lancement de Shape? Alors moi, je vais dire, je suis assez quand même admirative de ce que fait la France. Il y a C'est pas simple, c'est complexe, mais on a un tissu de possibilités qui sont quand même impressionnantes. Alors moi, on a eu Pulsalis, hein, évidemment, qui nous a beaucoup aidé dès le début. On a également la BPI qui fait énormément. On a eu la bourse French Tech Emergence. On a été lauréat du concours iLab en 2020. Donc on a eu beaucoup, beaucoup de subventions, à droite à gauche. Il y a aussi des programmes de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous ont aidés. En gros, plus d'1 million d'euros de subventions depuis le début, hein, donc c'est quand même. La question candide, est-ce que la France, c'est un bon pays pour entreprendre dans la santé? Alors moi, je trouve que franchement, pour l'instant, hein, alors j'ai pas encore fait tout le cycle, parce qu'on dit qu'avant tout, nous, à un moment donné, donc je veux bien le croire, mais pour le démarrage, là, en tout cas, je trouve qu'il y a quand même plein de choses, voilà. Là, nous, maintenant, dans la levée de fonds, une levée de fonds, conséquente, donc là, on va voir un peu comment ça se passe. On est en plein dedans, pour l'instant, et il y a des bonnes discussions, mais en tout cas, je trouve que pour démarrer au tout début, on a un très beau tissu, oui. Et puis en plus, vous avez la chance d'avoir un beau projet, donc sûrement ça aide aussi. Euh, Dans le futur de Shape, est-ce que vous anticipez, est-ce que vous prévoyez de faire des partenariats avec des pharma, avec des centres d'oncologie, ou est-ce que peut-être c'est déjà le cas aussi? Alors, on a parlé avec beaucoup de centres d'oncologie ou d'hôpitaux, de cliniques. Là, on vient de rentrer dans un partenariat avec le centre Léon Bérard, donc qui est à Lyon, ce centre d'oncologie, hein, de lutte contre le cancer. On en est très contents. Et donc, c'est un appel à projet qu'on a gagné en fait ensemble avec le centre Léon Bérard et la plateforme Lyon 3D Fab de l'Université de Lyon 1. Et c'est vrai que c'est très aidant d'être ensemble. On travaille sur notre projet. On attend beaucoup de leur part sur la partie geste chirurgical, clinique, connaissance des patientes, connaissance des traitements par rapport au cancer du sein. Donc c'est un beau partenariat. Pour autant, on discute avec d'autres centres en parallèle, hein. Donc l'important pour nous, c'est de rester ouvert, c'est de rester à l'écoute parce que chacun a ses pratiques. Et donc, c'est pas rester sur une seule pratique. Si je rentre un petit peu plus en détail dans ces partenariats, comment ils se formalisent au final? Est-ce que c'est peut-être une question, c'est vrai que je vais peut-être rentrer un peu trop dans le détail, mais est-ce que ça se formalise de manière financière, de manière partage de bonnes pratiques, partage de data, un peu de tout, je suppose? Alors, il y a plein de façons, en effet, de rentrer dans des partenariats, on va dire. Nous, en l'occurrence, comme c'est un appel à projet qu'on a gagné, un appel à projet du Cancéropole de Lyon. Donc, il y a eu un financement de la part de la région de Auvergne-Rhône-Alpes et de la métropole de Lyon vis-à-vis de nos partenaires académiques.
Et donc, par exemple, le Centre Léon Bérard bénéficie d'une subvention, d'accord? Et donc, on est en train de finaliser notre accord de consortium qui permet de bien réglementer les différents apports de chaque partie prenante. En fait, le cœur de tout ça, c'est notre programme de travail. On s'est mis d'accord sur un programme de travail où chacun va faire avancer un pan du développement. Voilà. D'accord. Et donc, après, l'accord, il est là pour pouvoir gérer la propriété intellectuelle, les relations, voilà, anticiper tous les problèmes pour que ça se passe au mieux, voilà. Anticiper les problèmes, on retiendra ça comme phrase du podcast, de l'épisode. Et en parlant d'anticipation, quels sont les plus gros défis à venir pour IlShape, outre évidemment les thématiques de financement qu'on vient d'aborder? En parallèle du financement, en effet, il y a la feuille de route qu'on présente, sur laquelle on est là, de s'assurer qu'elle suit son cours. Et pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment les tests précliniques. Donc, c'est de s'assurer que on fait tous nos tests, et notamment, nous, le gros enjeu, c'est qu'on a une matrice qui est à la fois régénérative et résorbable. Donc, faire tout le cycle dans un modèle qui soit proche de l'humain, c'est ça qui est quand même le gros challenge pour nous. Donc, on a pas mal de choses in vitro, mais maintenant, c'est de voir comment ça se passe dans la durée in vivo. Tu me parlais en pré-appel, justement en préparation de cet épisode, que vous alliez bientôt, je crois, avoir vos propres locaux pour faire vos propres expériences, ou comment ça se passe? Est-ce que vous les faites à l'hôpital? Est-ce que vous avez une structure dédiée qui fait vos expériences in vitro? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on a à la fois un labo partagé avec justement 3D Fab, l'entité 3D Fab. On a des bureaux en propre et on a l'espace pour les labos. Donc bientôt, on va faire les travaux pour avoir nos propres labos. Voilà. On attend la pendaison de crémaillère Voilà. du nouveau labo. Et après, là, on est là pour pouvoir fabriquer notre bioprothèse, pour faire tous les tests qu'on veut in vitro. Mais le in vivo, c'est fait avec des partenaires, avec des prestataires. D'accord, ok, bah c'est très clair. C'est très clair parce que c'est des choses, c'est vrai que comme j'avais dit, on a souvent, c'est plus facile d'accéder à des startups e-santé, peut-être medtech, mais des startups qui font du classe 3 ou de la biotech, c'est assez rare, donc c'est des processus que je maîtrise pas encore, donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir un peu ce panorama-là. On a évoqué rapidement les concours auxquels vous avez participé, et il y a une séquence sur le podcast que j'appelle la question des auditeurs. Et j'aimerais que tu reviennes sur le concours iLab. Comment vous avez été lauréat, et peut-être nous détailler un petit peu les détails, les étapes de ce concours et comment ça se passe. Alors, le concours iLab, c'est un concours en général, il faut soumettre le dossier entre fin janvier et février. Nous, c'était en février. Donc, c'est un dossier qui est assez conséquent avec le cœur, c'est toujours le programme de travail, cœur dispositif. Mais après, il y a toute la rubrique sur la présentation de la société. Et ce qui va vraiment être important, c'est la présentation de l'équipe. C'est les personnes qui sont dans cette entreprise. Oui, et puis surtout la vision marché, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est à quel point l'entreprise a une techno qui est innovante, d'accord? C'est du deep tech, donc l'innovation technologique, mais à quel point l'entreprise s'est penchée sur le débouché économique, marché. Et donc ça, c'est vraiment la grosse étape, c'est de faire ce dossier. Et c'est là où moi j'avais une relecture par un cabinet de notre dossier qui m'avait été bien utile juste avant de soumettre pour pouvoir reprendre les différentes parties. Ça, c'est le gros. Et ensuite, si on est sélectionné pour la suite, on a un premier test de personnalité sur le dirigeant. On a, un débriefing avec un coach, et on a une audition à passer avec des experts mandatés par la BPI. C'est très intéressant que tu abordes l'aspect marché. Et là, c'est une question qui me vient comme ça, que je vais rajouter. Quel est l'apport justement de ton parcours de BizDev sur l'apport marché? Parce que j'imagine forcément que des chercheurs, des personnes plus tech qui développent la techno, ils sont un peu trop ambitieux, ils ont peut-être pas cette vision marché, cette vision business plan. Comment tu as apporté, toi, cette vision un peu extérieure? Alors, on a eu de la chance que en 2020, on a fait on a été sélectionné pour un concours européen qui était de l'EIT Health, donc une partie, un réseau européen. Et on a fait, donc ça s'appelle le programme Ride Card. C'était une première semaine, puis 10 semaines de coaching avec des mentors européens.
où on nous a beaucoup, beaucoup challengé sur notre business model. C'est vrai que nous, au début, on était parti sur quelque chose qui était très innovant avec de la bioimpression, où on faisait carrément des greffons in vitro donc on maturait un tissu humain in vitro, on allait greffer chez la patiente ensuite. Moi, je trouvais ça complexe, voilà, et on se posait la question de comment aller sur quelque chose de plus simple, plus rationnel. Et en fait, le concours nous a beaucoup aidés, mais je pense c'est important collectivement, c'est que on s'est orienté vers notre bioprothèse qui, elle, est sans cellules, donc c'est un dispositif médical de classe 3 et c'est pas un médicament, c'est pas un greffon. On est sur quelque chose qui reste complexe, mais qui est beaucoup plus réaliste. Et cet appel à projet nous a aidés justement à, à faire accepter aussi par tout le monde. Parce que voilà, moi, je sentais bien que cette bioprothèse, elle était importante, mais il fallait aussi que tout le monde l'accepte, qu'on puisse passer à ça. Et du coup, j'étais très contente parce que voilà, les mentors et les retours qu'on a pu avoir nous ont beaucoup aidé à mûrir et à simplifier un maximum notre projet. La vision d'équipe, c'est hyper important, donc c'est OK. Donc voilà, je te dis pas, je t'ai pas répondu complètement en frontal parce que voilà, mon apport business development, mais pour moi, moi, je voyais bien qu'il y avait une besoin de simplicité, hein, mais c'est aussi faire évoluer toute l'équipe, hein. Et donc, il y en avait qui étaient moteurs pour pouvoir simplifier. Il y en avait d'autres qui voulaient garder la beauté de la techno, quoi, la beauté du geste techno. Oui, c'est génial, mais notre ambition, c'est quand même qu'on a un produit qui aille jusqu'au marché. Et c'est que les patients puissent en bénéficier à un moment donné. Bah, complètement, ouais. On est sur le même objectif, enfin, ça sera le même rendu avec quelque chose de beaucoup plus simple. C'est un défi, je pense, dans beaucoup de startups, la vision justement, la vision un peu business et la vision un peu tech qui s'opposent des fois. Donc c'est drôle de savoir que c'est un peu un concours, EITLS qui vous a aidé à mettre en harmonie cette vision-là. J'ai quelques petites questions pour terminer. Et une qui m'intéresse tout particulièrement, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment de ce que tu as fait depuis le début de l'aventure avec IlShape? Eh ben, peut-être que je démarrerais plus tôt. Peut-être que tu vois, je serais partie avant pour pouvoir démarrer parce que vraiment, j'adore cette aventure. Je trouve ça absolument génial. Après, c'est l'inconnu tout le temps et tout le temps dans le. Voilà, ce que j'ai envie de te dire, c'est que depuis le début, voilà, on innove toujours. Donc, moi, je suis très contente de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Il y a plein de choses qu'on peut peut-être refaire, mais pour moi, la vraie chose, ça serait de démarrer plus tôt. J'adore ce projet. Bah, c'est drôle que tu abordes le fait que tu fasses plein de choses. Est-ce que tu arriverais à nous définir une journée type? Une journée type, alors c'est à la fois d'avoir mes associés au téléphone, de pouvoir discuter sur des enjeux très stratégiques, d'avoir une réunion d'équipe avec mes salariés où on regarde où on en est sur l'avancement de notre développement de la bioprothèse. C'est de pouvoir discuter avec l'expert comptable, avec mon avocat. C'est de pouvoir avoir une réunion avec des investisseurs. C'est de... Il y a beaucoup de casquettes. Non, mais c'est après de m'intéresser à un moment donné à la propriété intellectuelle parce que voilà, j'ai encore une question sur le brevet. Après, c'est de pouvoir aller sur des questions de com. Enfin, en fait, ce que j'adore, c'est qu'on touche à tout, quoi. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais c'est que tu dois monter en compétence sur plein de domaines différents. Je suppose que bon, tu devais quand même être très sensibilisé avec 16 ans chez Sanofi, mais forcément, tu dois monter en compétence dans plein de niveaux. Quel est peut-être si je rajoute cette question-là, quel est le domaine qui te demande le plus d'énergie, auquel tu avais peut-être un peu plus de retard en termes de compétences, de capacités Le plus d'énergie. entre par exemple comptabilité, propriété intellectuelle, qu'est-ce qui te challenge le plus aujourd'hui? La propriété intellectuelle, je connaissais déjà. Après, de rentrer dans les détails, ça me challenge plus parce qu'on est vraiment entre la partie très techno, scientifique, la partie très juridique, hein, enfin un pan spécial du juridique, on va dire. Donc ça, quand on rentre dans les détails de tous les brevets, je trouve ça un peu fastidieux. J'aime bien comprendre les enjeux globaux, mais quand on rentre dans les détails, voilà. 2 questions pour terminer. Est-ce que tu as un conseil concret pour les auditeurs qui nous écoutent, qui entreprennent dans la santé ou qui veulent entreprendre dans la santé? Déjà, pour moi, c'est s'entourer. Vraiment, s'entourer, c'est ultra important. On est rapidement seul, même si on a des équipes, on est quand même à porter des sujets qui sont lourds. Donc, avoir des personnes d'expertise, mais aussi de ressources. Voilà. Enfin, des gens qui vont nous apporter de l'énergie. Ça, c'est super important. Le deuxième, pour moi, c'est se réjouir de toutes les victoires, les petites, les grandes, parce qu'en fait, c'est surtout dans la santé, hein, c'est un long parcours, un long, long parcours. Et en fait, il faut toujours garder la vision, parce que c'est que des montagnes russes, c'est très, très, voilà, c'est vraiment des aventures permanentes. Et donc, de pouvoir se réjouir de chaque petite étape
faites. Ça, c'est super important. Et pensez marché. Voilà. Pensez marché, parce que pour les patientes, pour les patients, on va dire, le meilleur service à leur rendre, c'est qu'on pense marché. Parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer l'entreprise. Donc, dès le début, il faut toujours être avec cette optique-là. Ça doit être un petit peu peut-être, on doit y avoir peut-être un petit peu de frustration parce qu'il y a beaucoup d'attentes auprès des patientes qui ont envie que ça sorte tout de suite et tu sais que les temps de développement, ça va être dur à vivre. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Je reçois des mails, mais moi, voilà. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a des essais cliniques qui vont bientôt arriver et que peut-être que ces patientes peuvent répondre à nos critères de recrutement pour les essais cliniques. Donc, c'est ça que je vois, mais c'est sûr que quand je lis leurs mails, quand je les écoute, quand je discute avec elles, j'ai envie qu'on aille encore plus vite, qu'on pédale à toute allure. Par contre, c'est un sacré moteur de motivation. Quand tu te lèves le matin et que tu lis un mail pareil, tu sais que derrière, t'as pas envie de décevoir, je suppose. Ah ouais, je sais que mon énergie est au bon endroit là. Je me dis, ça y est, c'est bon, je sais qu'on a la bonne chose. Ça se voit, rien qu'à te parler, on voit l'énergie et on voit que ça va aller au bout. Donc, c'est vraiment hyper agréable de voir ça. Et la dernière question, la question totem du podcast. Je pense que tu as fait des petites recherches pour la préparer. Est-ce que tu as un aventurier, une aventurière, un explorateur, exploratrice préféré, de laquelle tu pourrais t'inspirer tous les jours dans ton parcours entrepreneurial pour aller défricher, et là c'est vraiment le terme, je pense qu'il est juste, aller défricher des territoires inexplorés en santé. Tu m'avais gentiment dit la question avant et je te remercie pour ça. Mais la première chose qui m'est venue à l'esprit, je vais te dire, et donc je me suis je reste sur la première idée que j'ai, c'est Fabienne Verdier. Alors, je la connais pas trop, j'ai déjà entendu le nom, mais pas qu'elle soit très connue. C'est une peintre. Voilà, Fabienne Verdier, c'est une peintre. Moi, j'ai lu son livre qui s'appelle La passagère du silence et j'ai adoré. Alors, c'est peut-être pas une exploratrice au sens, c'est pas une Indiana Jones, voilà, mais c'est une vraie exploratrice elle est partie en Chine en quête d'aller voir des maîtres des peintres chinois, des anciens grands peintres chinois qui avaient survécu à la révolution culturelle. Et en fait, elle les a persuadés de la former, ce qui était quand même, elle a fait preuve de persévérance pour qu'ils puissent lui montrer leur art. Et elle raconte toute cette quête pour pouvoir aller justement sur le geste pur, la répétition, de pouvoir aller sur le trait qui va permettre de pouvoir refléter tout l'art du peintre. Et moi, j'ai trouvé que son livre était magnifique, qu'elle était très courageuse. Et moi, ça m'a beaucoup motivée. Voilà. Donc, quand je pense à elle, ça m'inspire énormément. Pour trouver le geste parfait. Ouais, et puis de persévérer, y croire. Voilà, elle était convaincue de son truc. Et malgré les hauts et les bas, elle est restée et elle l'a transformée. Aujourd'hui, elle l'a vraiment transformée. Et je vais la noter, je vais la rajouter sur la liste des aventuriers qui ont été cités. Et c'est vrai que c'est un très très bon choix. Merci beaucoup Sophie pour toutes les réponses que tu m'as données. Merci beaucoup et puis bravo pour ce que vous faites avec IlShape. Et on va mettre la pression aussi pour que ça arrive le plus tôt possible parce que c'est vraiment hyper bien ce que vous faites. Un grand merci Marie-Adèle. Très bonne journée à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Mériadec Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français.